Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Morvan, je travaille avec Damien, je suis aussi basé à Lyon. Avant, je travaillais pendant 17 ans aux États-Unis. Et ça fait 25 ans que je travaille dans la supply chain, donc j'étais responsable supply chain. Après, j'ai beaucoup travaillé dans la transformation, en particulier transformation digitale. Et depuis 8 ans, je fais uniquement en fait de l'IA appliquée à la supply chain. Et en particulier, je conçois et distribue un logiciel qui s'appelle MyXoBrain, dont on parlera tout à l'heure dans les exemples d'agents IA pour la supply chain. Quant à moi, je suis Damien Portman et je suis le cofondateur du cabinet Alchemis. Alors juste une petite page de pub, promis pas plus, pour vous présenter Alchemis, qui est un cabinet de conseil en management. Nous allons souffler notre 10e bougie à la fin de l'année, dans quelques jours. Et nous avons trois pôles expertise historiques. Le premier, c'est bien sûr la supply chain, avec notamment de nombreux projets sur des questions de planification, notamment de planification en flux tiré. Notre deuxième expertise porte sur l'excellence industrielle, en clair, toutes les questions de performance au sein des quatre murs d'une usine. Et notre troisième expertise concerne le développement produit. Un mot peut-être sur MaxO'Brien, Arnaud? MyXoBrain, c'est un outil d'aide à la décision pour vos opérations quotidiennes. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça traite de la donnée, ça reste de l'IA. Et après, ça va identifier quelles sont les options possibles lorsqu'un risque ou un événement va se passer, va vous recommander la meilleure action à mettre en œuvre, va évaluer et vous montrer tous les impacts potentiels, que ce soit du coût, du chiffre d'affaires, de l'OTIF, du stock ou d'impact CO2. Ensuite, va s'assurer que la recommandation est mise en œuvre. Donc, elle va coordonner l'exécution parmi tous les membres impactés, que ce soit des approvisionneurs, du service client, des acheteurs ou de la logistique. Et ensuite, toutes les recommandations et toutes les actions mises en œuvre sont tracées et recommandées. Et en fait, ce qui fait que grâce à ça, vous allez pouvoir piloter vos opérations via des tableaux de bord. Et enfin, vous allez pouvoir améliorer vos opérations. Un, parce que vous allez pouvoir voir des nouvelles opportunités dans comment vous opérez. Et deux, la machine va aussi prendre des outils type machine learning pour s'améliorer et avoir des meilleures recommandations. On va vous Mais on va montrer vous montrer ça. plus en détail tout au long de ce webinaire. Ce webinaire va se dérouler en quatre parties. La première, nous allons introduire de manière plus générale quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle en supply chain. Avant ensuite vous dresser un panorama des différentes technos de l'IA. Troisième partie, eh bien, nous allons illustrer ça avec un ou même deux cas concrets pour montrer également quelques écrans de Mike the Brain, voir concrètement en quoi ça consiste. Et enfin, en dernière partie de ce webinaire, nous évoquerons comment on intègre l'intelligence artificielle dans un plan de transformation global de supply chain, parce que j'insiste d'ores et déjà sur le fait que ce ne sont pas des sujets techno, ce ne sont pas des projets de solutions IT, c'est bien des projets de transformation supply chain. C'est parti pour la première partie sur les enjeux de l'IA en supply chain. ChatGPT fête ses 3 ans. Effectivement, les chatbots se sont révélés au grand public le 30 novembre 2022 exactement. C'est l'heure d'un premier bilan et aujourd'hui, effectivement, quand on lit la presse, il y a tout un tas d'économistes qui donnent leur avis pertinent sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie. Et à titre personnel, j'ai été surpris de voir que l'impact aujourd'hui est à démontrer sur la macroéconomie, que ce soit sur les chiffres de la croissance, de la productivité, du chômage. Et bien pour l'instant, on ne voit rien. Alors, j'en débattais en interne avec mon associé, Johan Filippono, et finalement, ce n'est pas surprenant. Il en a invité de même pour l'arrivée des ordinateurs, pour l'arrivée d'Internet, où en fait, il a fallu pas mal d'années, souvent 10-15 ans, pour que l'impact macroéconomique soit visible dans les chiffres. Parce que à court terme, il y a des effets comme tout simplement des suppressions d'emplois qui vont contrebalancer les effets positifs de ces nouvelles technologies. Et en effet, on constate d'ores et déjà des taux d'emploi qui sont en baisse sur les 22-25 ans, et dans plusieurs secteurs d'activité. La finance, le marketing, le droit, le conseil aussi, avec McKinsey et Accenture qui annoncent régulièrement des baisses de leurs effectifs. Mais bon, là, je disais que ChatGPT fête ses 3 ans, mais en réalité, l'intelligence artificielle est présente depuis déjà de très nombreuses années dans nos vies, n'est-ce pas Arnaud? Oui, en effet, si vous regardez, en fait, vous utilisez au quotidien l'IA depuis des années, sans s'en rendre compte. Si vous prenez Netflix, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait des recommandations sur vos séries ou des films. Et avec le temps, plus vous allez vous en servir, plus il va améliorer la qualité des recommandations qu'il va faire. Donc, c'est un type d'IA. Ensuite, Alexa, vous allez parler ce qu'on appelle en langage naturel. Vous allez lui poser des questions, Alexa va comprendre ce que vous lui demandez, va vous répondre en parlant. Waze, c'est des optimisations, donc c'est de l'IA aussi, ça fait des simulations. Et enfin, même si vous prenez une technologie récente, type les smartphones, si vous prenez il y a 10 ans, c'était pas encore si développé que ça, mais même là, l'IA s'approprie des technos récentes
par exemple, avec la reconnaissance visuelle. Si vous prenez maintenant avec le Face ID, c'est en reconnaissance visuelle. Et après, donc, Damien, comment est-ce que tu penses que, là je parlais du niveau personnel, comment au niveau professionnel ça pourrait se mettre en place? Déjà, l'IA, c'est vraiment une lame de fond pour l'industrie. Je vais vous livrer quelques chiffres, sachant que, sincèrement, quand on fait une recherche documentaire avec des ChatGPT et autres chatbots, eh bien, c'est une avalanche de chiffres. Et les chiffres, c'est bien connu qu'on peut leur faire dire un peu tout et n'importe quoi. En particulier, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a tellement de formes d'IA que cela déforme les chiffres. Malgré tout, je vous livre quelques chiffres. Le premier, c'est que 67% d'industriels ont mis en place une forme d'IA. Les fonctions qui sont les plus en pointe aujourd'hui sur l'utilisation de l'IA sont les métiers de la maintenance, pour faire la maintenance prédictive. Le contrôle qualité aussi bénéficie énormément de l'intelligence artificielle, notamment par le contrôle visuel que tu évoquais à l'instant, Arnaud. Et on va y revenir, la supply chain, bien sûr, fait partie des pionniers de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le marché mondial, il connaît déjà une croissance annuelle extrêmement forte. On l'estime aujourd'hui à 46,5% pour être précis, entre 2025 et 2030. Et bah, écoute Arnaud, en tout cas je te souhaite avec mes oreilles de connaître la même croissance. Mais pour nuancer également l'enthousiasme général, les gains sont malgré tout à nuancer selon les sociétés. Selon KPMG, 96% d'amélioration des performances et de l'efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Cette même étude déclare que 62% des industriels qui ont adopté l'IA déclarent un ROI supérieur à 10%. Alors, étonnamment, on a encore d'autres études comme le BCG qui rapportent que seulement 5% des sociétés tirent des bénéfices de l'IA et 4% rapportent des avantages financiers significatifs à ce jour. Donc là, on voit bien que en fonction des études, en fonction des cabinets, eh bien, les chiffres sont vraiment assez divers. En tout cas, nous, à ce stade, on a un message que nous souhaitons marteler avec Arnaud. Il y a un enjeu premier qui est lorsque vous allez tester l'IA, il faut le tester sur des cas métiers avec un ROI qui est mesurable et rapide. Cette notion vraiment de ROI est extrêmement importante. Pour poursuivre, pour resserrer la focale sur les métiers à la supply chain, eh bien, il est nécessaire pour vous de ne pas rester sur le quai quand vous voyez le train de l'IA partir. Parce qu'il est déjà parti en réalité, avec d'ores et déjà des taux de croissance exceptionnels, alors que ce soit sur le marché des solutions d'intelligence artificielle, également sur le taux d'adoption de l'IA aussi des sociétés. Et il y a déjà des chiffres qui sortent et qui sont vraiment alléchants. McKinsey montre qu'on peut obtenir plus de 5% de chiffre d'affaires avec l'intelligence artificielle, plus de 20 à 50% d'amélioration du forecast accuracy aussi, de la fiabilité des prévisions avec l'intelligence artificielle. Et on en discutait régulièrement avec Arnaud sur l'impact aussi de, alors désolé pour cet anglicisme, sur la mitigation du turnover. En clair, quelle est la société qui n'a pas pesté avec le départ de ses ressources clés? Et en fait, on a beaucoup de sociétés comme ça qui ont du mal à capitaliser sur leur savoir-faire. Et l'intelligence artificielle peut être un élément de réponse à ce phénomène. Pour finir cette introduction, je souhaiterais revenir sur cette notion de VUCA. Vous êtes certainement nombreux à connaître cet acronyme pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Et dans ce monde VUCA, il y a un enjeu crucial pour supply chain, c'est de gagner en agilité et en résilience. Et là, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour manager le monde VUCA. D'abord, pour éprouver de la volatilité avec les creux, les bosses de la demande, eh bien là, l'IA va vous permettre d'être beaucoup plus réactive, de prendre plus vite les bonnes décisions. De la même manière, l'IA va vous permettre d'améliorer vos prévisions. On l'a cité à l'instant, des augmentations de 20 à 50% de forecast accuracy, en particulier parce que les outils de forecasting qui embarquent de l'IA vont permettre d'exploiter des données exogènes à l'entreprise, c'est-à-dire des données externes comme des prévisions météo, comme des taux de natalité, comme des taux d'immatriculation, des influenceurs, etc. Et toutes sortes d'informations qui vont être pertinentes sur vos prévisions. La complexité, bien sûr, de la capacité des outils IA à traiter de larges quantités de data, de faire des scénarios de type what if, là aussi, ça vous permet de manager la complexité. Et enfin, l'ambiguïté. Aujourd'hui, vous croulez sur les données, vous croulez sur les data. Toute la difficulté, c'est de savoir quelles sont les informations qui sont réellement pertinentes pour vous, pour manager vos supply chains. Là, l'IA, c'est un élément de réponse. L'IA va vous permettre d'identifier les données pertinentes, de les nettoyer, de les consolider pour ensuite vous aider à prendre les bonnes décisions.
Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long pour cette partie introductive, pour vous laisser un peu plus de temps pour rentrer dans le cœur du sujet des différentes technos de l'IA et avec des illustrations de cas concrets. Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes formes d'IA? Ouais, déjà pour intelligence artificielle, comme tu dis, il y a beaucoup en fait de techniques derrière. En fait, l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'une machine sache reproduire un comportement humain. Donc le premier type d'IA, qui est le plus, on va dire, historique, dont on parle le plus souvent dans la supply chain, c'est le machine learning. Le machine learning, en fait, c'est la capacité d'une machine à comprendre comme un être humain. Donc pour ça, il va prendre des données, des algorithmes. Donc typiquement, ça peut être utile pour faire des prédictions d'événements. Donc prédire un risque de rupture de stock ou identifier la cause d'un retard de production. Le deuxième type d'IA qui est connu, c'est la reconnaissance visuelle. Je l'ai mentionné tout à l'heure. La reconnaissance visuelle, c'est le fait qu'une machine va prendre une image, la traiter et l'interpréter. Donc en supply chain, un exemple, c'est par exemple reconnaître l'état des stocks dans un magasin ou dans un entrepôt via des caméras. Ça va analyser, dire est-ce qu'il manque une pièce sur une étagère ou est-ce qu'un carton est abîmé. Le troisième, dont on parle finalement pas souvent, mais dont on sert tous les jours, c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation. C'est le fait qu'une machine reproduise, automatise des tâches séquentielles. Donc par exemple, le plus commun, c'est une macro Excel. Qu'est-ce que c'est une macro Excel? C'est je clique sur la cellule A1, puis je vais dans la cellule B18, je rentre une formule que je vais lancer et je vais regarder dans une autre cellule. En fait, c'est des tâches séquentielles qui sont faites et la machine va automatiser et répéter ces tâches à l'infini. Le quatrième technologie dont on oublie souvent, et c'est un peu historique, mais qui revient à la mode, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est le fait qu'une machine elle soit capable de simuler un raisonnement et une prise de décision comme un être humain. Donc, par exemple, on pourrait prendre un acheteur, s'il doit décider quel est son meilleur fournisseur. Typiquement, un être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder le coût d'achat, le coût de transport, les délais, la performance, les géopolitiques, etc. En fait, un système expert d'acheteur va reproduire ça et va analyser les mêmes données, donc le coût, le délai, la performance, les risques, pour dire voilà le meilleur fournisseur. Le suivant, qui est finalement le plus commun aujourd'hui, celui qui a permis de démocratiser, on va dire, l'IA, c'est ce qu'on appelle les LLM et l'IA générative. Donc, le meilleur exemple, c'est les GPT, Gemini, Copilot. Et là, le fait, c'est que sa capacité, c'est de comprendre et de générer des données, ce qu'on appelle non structurées. Donc, en fait, c'est de comprendre du texte, générer de l'image, etc. En fait, un GPT, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a pris une IA et on lui a fait lire des millions de livres. Et on lui a dit, maintenant, apprends comment est-ce que les personnes écrivent et comment est-ce que les personnes lisent. Et donc, un exemple qu'on pourrait faire, c'est extraire des données de factures. C'est un sujet sur lequel je travaille. Il y a une heure au téléphone avec un dé ici. Donc, ils ont une problématique, c'est comment extraire des données de factures parce qu'ils ont 2800 par jour. Et le dernier, qui est, on va dire, un peu à la mode cette année, parce que c'est celui qui a un des plus gros potentiels, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Et l'IA agentique, en fait, se sert de toutes ces techniques du dessus. Et l'IA agentique, c'est quoi? C'est la capacité de la machine de raisonner, de mettre en place des actions et d'apprendre de façon autonome. Donc, en fait, ça va prendre un petit peu de système expert pour, par exemple, identifier le meilleur fournisseur, du machine learning pour réapprendre tout seul, du robotic process automation pour automatiser des tâches et de LLM ou l'IA générative pour parler avec la machine ou pour interpréter certaines données. Et donc, l'IA agentique, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Un exemple, ça serait par exemple gérer de façon plus autonome ses stocks ou ses approvisionnements, comme je vous montrerai dans quelques minutes. Donc maintenant que j'ai dit ça, en fait, toi, par rapport à ton expérience, comment est-ce que tu vois l'IA s'appliquer à différentes fonctions de la supply chain, justement, Damien? Oui. Alors en fait, les cas d'application sont nombreux et concernent vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui est important, c'est de voir qu'on va avoir une visibilité vraiment transversale sur la supply chain end-to-end et va encourager, au-delà de chacune des fonctions individuelles, les achats, les appros, la production, l'IA va encourager de la collaboration entre toutes les fonctions. Donc là, je vais vous prendre quelques exemples de cas métiers que l'on peut avoir avec des agents IA en prenant l'exemple des prévisions et des processus de type SNOP pour Sales et Operation Planning. Et là, effectivement, l'IA va permettre d'exploiter les données exogènes, j'en ai déjà parlé, mais va ensuite permettre aussi de faciliter la mise à jour de plans de demande pour intégrer l'arrivée des commandes fermes et les comparer par rapport aux prévisions.
L'IA va également permettre des analyses de type charge kappa, demand supply, notamment grâce à sa faculté de récolter un très grand nombre de data, parce que l'on sait que les processus SNOP sont très gourmands en data, donc l'IA va nous permettre d'accélérer tout ce processus de récolte, de nettoyage, de mise en forme, de tableaux de bord aussi, qui vont nous permettre comme ça de pouvoir comparer différents scénarios de type SNOP, et encore mieux, de pouvoir faire en temps réel des scénarios what-if. On est en réunion exécutive SNOP et là, on peut dire, et André, et qu'est-ce qui se passe si la demande est 12% supérieure aux prévisions? C'est quoi l'impact sur mes stocks? C'est quoi l'impact sur mes ruptures et sur mon résultat d'exploitation? Mais les cas métiers, on peut les avoir, encore une fois, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur les achats. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Arnaud. L'IA peut nous aider à trouver des fournisseurs alternatifs ou si jamais j'ai des problèmes d'appro, je suis en rupture de matières premières, quelles sont les matières premières de substitution que je peux avoir? Est-ce que je peux faire des appros partiels ou des appros en urgence? C'est quoi l'impact sur mes coûts? C'est quoi l'impact carbone? C'est quoi l'impact sur mes taux de service? Et ça permet du coup de prendre la meilleure décision. Idem en aval sur la partie distribution, l'IA va me permettre d'optimiser le déploiement de mes stocks, d'ajuster aussi les schémas de distribution. Est-ce que pour livrer tel client, est-ce que finalement je vais passer par telle plateforme ou pas? Est-ce que je peux livrer en direct mon client? Est-ce que je peux retarder ma livraison pour pouvoir faire un camion complet? Ce genre de décision très classique. Et enfin, sur la partie aval de la supply chain, sur le service client, Arnaud, tu citais un instant le traitement des factures. Tous les processus ADV sont d'excellents candidats pour l'intelligence artificielle. Et même au-delà du service client, il y a surtout toute la supply chain du MCO, du service après-vente, des pièces de rechange, qui, avec des cas métiers tout à fait vraiment intéressants avec l'intelligence artificielle. Donc voilà quelques exemples que je peux citer de cas d'application. Et là, je tiens tout de suite à répondre à une question que vous avez nécessairement. Oui, mais c'est bien gentil, Damien, mais est-ce que c'est pas déjà le job des APS de faire cela? Donc APS pour Advanced Planning System ou Advanced Planning Scheduling. Là, je me suis permis de prendre un exemple de Colibri parce que je crois que Nicolas Comard est parmi nous à ce webinaire, patron de cet excellent APS qui s'appelle le Colibri. Mais il y en a d'autres aussi, des APS. On parle aussi d'EPM pour Enterprise Processus Management. Ce sont des toolbox, des boîtes à outils comme Anaplan ou Pigment ou Ganakos. Donc en fait, que ce soit des outils de planification ou des toolbox, ce sont des outils qui existent depuis longtemps et qui sont extrêmement pertinents pour planifier une supply chain, pour pouvoir optimiser des déploiements de stock, pour optimiser des transports, pour optimiser des flux de production. Les APS sont faits pour ça. Donc pourquoi parle-t-on aujourd'hui maintenant d'agent IA? Ma compréhension, c'est que l'agentique IA est vraiment extrêmement pertinente sur la partie exécution. C'est-à-dire que j'ai fait mes plans avec mes APS et ensuite je pilote l'exécution avec les agents IA. Aujourd'hui, soyons honnêtes, même si vous avez investi beaucoup d'argent dans des APS, 50% du temps de vos professionnels supply chain font du pompiérisme, du firefighting, pilotent les EDA, gèrent les IA. C'est le rôle de l'exécution. Et c'est là toute la valeur ajoutée d'outils comme Mike the Brain avec des copilotes, des agents IA pour aider à piloter l'exécution. Aujourd'hui, les outils traditionnels comme Colibri et d'autres APS embarquent déjà l'intelligence artificielle, notamment de machine learning, des outils d'optimisation. Et ma compréhension, c'est que ces APS descendent petit à petit la chaîne alimentaire de la planification pour aller vers l'exécution. Et inversement, les agents IA remontent la chaîne alimentaire de la planification vers les processus de type SNOP forecasting, comme je l'ai exposé tout à l'heure, pour accélérer les processus de type SNOP. Je n'en dirai pas plus pour l'instant sur cette partie des interrelations entre les APS et les agents IA. Pour passer à la pratique, Arnaud, si tu peux nous présenter maintenant des cas concrets de l'utilisation de tes agents IA dans les supply chains. Donc il y a deux cas que je vous présentais. Le premier, c'est sur la gestion des stocks et le second, pardon, sur les approvisionnements. Donc sur la gestion, le premier, c'est une société d'agroalimentaire qui travaille sur toute l'Europe avec des entrepôts, donc 12 entrepôts en Europe, et ils faisaient beaucoup d'imports. Enfin, ils font beaucoup d'imports. Et donc, ils ont 800 containers qui arrivent par semaine dans différents ports en Europe. Ils font 100 transferts en moyenne entre camions, entre tous leurs sites pour équilibrer les stocks. Donc, ils avaient 10 planeurs et 30% de leur temps était passé à gérer justement les stocks. Pourquoi?
parce qu'ils devaient aller regarder où est-ce qu'étaient les risques de rupture, où est-ce qu'étaient les risques d'obsolescence, c'est des produits qui tournaient beaucoup et durée de vie assez courte, quels étaient les délais de transport entre chaque site, comment il fallait consolider les flux pour faire des camions complets, comment au mieux remplir les camions pour les transferts, ou dispatcher les conteneurs pour éviter de créer du surstock ou d'avoir des ruptures. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a mis en place des agents qui allaient traiter les données, donc de demande, ferme, de prévision, de stock, de coûts de transport, de coûts d'opérations entrepôt, de délai, et on allait traiter et automatiser en fait la gestion de où déployer les conteneurs qui vont au port, dans quel parmi ces 12 entrepôts, et quels étaient les transferts les plus adéquats à un instant T, donc c'était chaque jour, par rapport à la demande. Et donc pour ça, si on prend dans MyXoBrain, pour chacun métier, vous avez en fait un assistant qui vous aide à prendre les décisions. Donc chaque assistant en fait a pris de la donnée, l'a traité pour dire voilà la meilleure action à mettre en œuvre. Donc si on prend la gestion des stocks, ça allait dire où est-ce qu'il fallait déployer les camions entre des stocks, je vous dis, vers les entrepôts ou entre les entrepôts, et en faisant du camion complet. Donc ça va automatiquement prendre ces données, les traiter, vous identifier quels sont les impacts financiers en termes de coûts de transport ou en termes de niveau de stock pour chaque contenu en fait d'un conteneur. Donc si vous prenez, dans ce cas-là, vous avez 6 produits, pour chacun, il faut regarder quelle est mon couverture de stock à l'origine, à destination, qu'est-ce qui va se passer si je bouge un produit d'un site à un autre, et comment je fais pour éviter d'avoir un obsolète ou un produit qui va être périmé, comment je le bouge dans une zone à consommation. Donc automatiquement, MyXoBrain va identifier ma meilleure action à mettre en œuvre, puis en fait va passer les tâches d'équipe en équipe. Une fois que le planeur a pu dire oui, en effet, je suis d'accord avec ce camion qui va aller de ce point A à ce point B, la tâche va être transmise à la personne transport qui va gérer le booking des camions, puis le conteneur peut être transféré. Et à chaque étape, ils ont juste à accepter ou rejeter. Et s'ils doivent rejeter, ils vont devoir expliquer pourquoi. Ça peut être une contrainte de coût de transport, de calendrier de transport, de disponibilité du transporteur. Et l'idée en fait de tout ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir enregistrer toutes les décisions ensuite. Donc les gains qu'ils ont eus grâce à l'automatisation de ces tâches, ils ont réduit le travail manuel, parce que le but, je vous dis, c'était d'automatiser ce travail manuel de 30% des planificateurs. On est arrivé à 80% d'automatisation. Il y a toujours 20% de transfert ou de déploiement qui devait être revu manuellement par des personnes. Ensuite, on a baissé les ruptures de 10%, parce que l'agent était capable de mieux analyser, en particulier quand on massifie les transports et faire du camion complet, de mieux analyser où est-ce qu'il y avait un risque de rupture, où est-ce qu'il y avait un risque d'obsolescence si je bouge le produit. Donc on a réduit ça. Et enfin, comme on a pu massifier en même temps les flux, on a pu baisser les coûts de transport de 20%. Le second cas, c'est un cas de gestion des approvisionnements. Une société de maintenance aéronautique qui a 10 sites de stockage dans le monde, donc en Scandinavie, en Europe, au Brésil, en Australie. Et en fait, la contrainte qui est en maintenance, c'est le volume de pièces. Donc ils ont 100 000 pièces à gérer en stock pour réparer. Ils ont 12 approvisionneurs qui passaient 50% de leur temps à gérer l'urgence, à dire ok, je risque d'avoir une rupture de pièces, mais une maintenance doit être faite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire un appro express d'une pièce via un avion? Est-ce que j'ai peut-être de la disponibilité dans mon réseau? Donc peut-être qu'au lieu de faire un sourcing en externe, je rééquilibre mes stocks en interne. Est-ce que j'avais prévu d'en acheter 1000? Peut-être que j'en approvisionne que 800 maintenant, c'est suffisant, et 200 plus tard, parce que le fournisseur n'a que 800. Ou est-ce que je prends une pièce, techniquement c'est possible, une pièce similaire? Donc pareil, ils faisaient quoi? Ils avaient la disponibilité du stock global, les commandes d'achat globalement, la demande et la consommation des pièces, les délais de transport, les coûts de transport, les coûts d'achat. Et donc l'agent, il traite toutes ces données, il va identifier quelles sont les meilleures actions à mettre en œuvre. Donc dans ce cas-là, chaque agent aide à gérer une opération dans l'entreprise. Dans ce cas-là, l'agent va dire, dans ce contexte-là, il faut faire un approvisionnement partiel, en montrant les impacts financiers en termes de, par exemple, ici de coûts de transport, ou en termes de niveau de stock et de disponibilité des stocks si nécessaire. Ça peut dire non, on va faire un approvisionnement de produits de remplacement, on va pouvoir faire un approvisionnement en produits express, et comme je vous dis, à chacun, il va montrer quels sont les impacts en temps réel de chacun. Donc si on prend un approvisionnement express, il y a un impact financier sur augmenter le coût de transport ou augmenter les émissions de CO2. Si on prend un produit de substitution, ça a un coût différent, un poids différent, donc ça va avoir un impact potentiellement sur le coût de transport et le coût d'achat. Et pour chacun, en fait, ça va vous montrer ça.
et ça va vous identifier quelles ont été les autres options qui ont été éventuellement traitées. Donc, comme je vous disais, hein, faire un sourcing en interne, etc., etc. Et donc, même chose, on va pouvoir transmettre la tâche d'équipe en équipe selon les processus internes de l'entreprise et les rôles responsabilités de chacun. Damien reviendra dessus justement sur l'importance des rôles. Là, ça va être valider que le fournisseur a bien la disponibilité matière, valider ensuite la logistique qui peut bien effectuer ce transport. Et ce qui est vraiment spécifique aux agents, c'est de créer un historique. C'est que maintenant, comme l'agent en fait a fait des recommandations, mais que vous avez pris des actions en fonction, toutes les décisions ont été enregistrées. Vous êtes capable, en fait, via l'historique, de voir toutes les décisions d'approvisionnement faites à un instant T. Ce qui revient à ce que disait tout à l'heure Damien, sur le fait qu'on perd de l'expérience des personnes quand il y a un changement d'organisation ou de personne. Donc, il est capable de dire, dans ce cadre-là, un approvisionnement partiel a été fait parce qu'on n'a pas pu récupérer le produit en interne, il n'y a pas de disponibilité matière, il n'y a pas de fournisseur de remplacement, il n'y a pas de coût de remplacement, mais on a pu faire un approvisionnement partiel. Et grâce à cette mémoire en fait de toutes les décisions prises qui est accessible, vous allez pouvoir commencer à piloter en fait vos agents et piloter vos opérations. Donc vous allez pouvoir dire quelles sont les actions à mettre en œuvre, combien sont acceptées par les équipes, pourquoi est-ce que c'est rejeté, combien ça m'a rapporté, quel problème j'ai évité. Et même là, vous allez pouvoir voir des premières améliorations parce que vous allez pouvoir voir, par exemple, un cas qui est différent, c'est la gestion des produits périmés. Ils se sont rendus compte, ils vont pas mesurer exactement quels sont les transferts qu'ils font et quel est le budget de transport nécessaire pour bouger les produits pour éviter qu'ils soient périmés. Ou ils sont capables de mesurer maintenant exactement quels sont les fournisseurs qui refusent les retours et pouvoir renégocier. Et deuxième avantage, et ce qui est unique, je disais, à l'apprentissage des agents, c'est que maintenant l'agent peut apprendre aussi de façon autonome. Donc là, tout ce qui est accepté, rejeté, l'agent peut être configuré pour que ça se fasse de façon autonome quand le changement a été fait, mais l'agent peut aussi apprendre de lui-même. Donc par exemple, il va dire, dans ce contexte-là, en plus d'être un système expert comme avant, via du machine learning, il va dire, dans ce contexte-là, il va faire un approvisionnement express. Un score de confiance va être 75%, et voilà pourquoi est-ce que c'est la meilleure décision à prendre. Donc les résultats, en fait, c'est quoi? C'est pareil, travail manuel 80%. Il y a toujours, en fait, c'est un peu comme Pareto, on retrouve le Pareto qui est 80-20. Il y a toujours 20% en fait, des opérations qui sont un petit peu, qui restent manuelles, hein. La machine ne peut pas tout savoir. Ensuite, on a pu réduire les ruptures de 15%. En anticipant mieux, en prenant des meilleures actions. Et après, on a pu réduire le coût total. Alors, j'ai bien coût total, ce n'est pas que le coût d'achat. On a bien regardé les coûts de transport, etc. pour les approvisionnements. Donc après, maintenant, la question, vous allez sûrement vous dire, c'est qu'est-ce que ça demande pour mettre des agents en place dans vos entreprises? On aborde maintenant la dernière partie de notre webinaire, c'est justement comment on intègre l'IA dans un plan de transformation supply chain. Alors, chez Alchemist, on a l'habitude de traiter ce type de sujet de façon systémique. C'est-à-dire que pour nous, un projet IA, c'est comme un projet de planification en flux tiré par exemple. Ce n'est pas un sujet purement IT, c'est un véritable projet de transformation supply chain et qui, à ce titre, doit embrasser plusieurs dimensions. Le premier coup de zoom que je ferai concerne vraiment le cadrage stratégique, c'est-à-dire quels sont les cas métiers que je vais choisir pour intégration dans mon plan de transformation, dans ma roadmap supply chain. La deuxième dimension, c'est évidemment toute la partie support fonctionnel. Ce sera le job d'Alchemist, justement, d'être avec vos équipes pour bien comprendre vos cas métiers, de bien préciser les règles de gestion et de pouvoir travailler en binôme avec l'éditeur. Après, il y a une dimension IT et data vraiment importante, j'y reviendrai juste après. Il y a la partie, bien évidemment, de configuration, de développement, donc ça sera plutôt le rôle justement des équipes d'Arnaud de faire ce travail-là. La chrono changement, c'est tellement important à nos yeux, j'y reviendrai là aussi un peu plus longuement. La partie organisationnelle, ressources humaines, c'est lié à la conduite du changement. Arnaud en parlait. Les métiers vont changer avec l'IA. Quand on dit qu'il y a 80% de productivité, bien évidemment que ça va rebattre les rôles et responsabilités. On va définir des nouveaux modes de fonctionnement. On va créer de nouveaux métiers. Donc, il va falloir identifier tous ces impacts pour justement bien conduire le changement. La partie gouvernance et KPIs aussi, on va bien évidemment mettre en place des dashboards, on va mesurer les gains, on va mesurer des ROI et on va piloter la performance de l'IA dans une logique aussi d'apprentissage et d'amélioration continue. Sur les écrans que Arnaud nous montrait, c'est que finalement, tout le monde va apprendre. On va entraîner l'IA sur la base des décisions qui ont été prises ou rejetées, mais c'est l'organisation, de manière générale, qui va apprendre aussi avec ces nouveaux copilotes dans une logique d'amélioration continue. Place au premier coup de zoom que je fais, c'est sur la partie cadrage stratégique. On l'a dit en introduction, il est vraiment nécessaire de viser un ROI rapide
et substantielle. Alors, je rappelle finalement quand même quels sont les enjeux à cibler. Alors, chez Alchemist, on a coutume de parler des 3 P pour performance, people, planète. Et en termes de performance, c'est là aussi des enjeux de taux de service client, des enjeux sur le cash, vos stocks, des enjeux aussi sur vos coûts. Donc voilà les enjeux que vous devrez viser avec vos agents IA, mais encore faut-il bien pouvoir les identifier pour ensuite les mesurer. Et ensuite, concrètement, comment ça se passe? On fait un ou plusieurs workshops avec vos équipes pour sélectionner les leviers supply chain qui sont les plus prometteurs chez vous. Alors, ça peut être sur les processus amont de prévision, sur vos SNOP ou sur les achats, sur les appros, bref, sur toute la chaîne de valeur qu'on avait présentée en introduction. Et là, le critère clé pour pouvoir choisir vos premiers cas métiers, pouvoir faire vos premiers tests, c'est le ROI. Et le ROI, vous allez me dire, d'accord, mais sur quels critères? Comment vous allez mesurer le ROI? C'est quoi les prérequis? Et un prérequis, c'est sur la data. Une question qui revient assez régulièrement, oui, mais est-ce que je peux vraiment lancer mon test IA alors que je ne suis pas sûr de mes données? Eh bien, dans ce cas, je vais vous faire une réponse de consultant. Ça dépend. Parce que oui, vous avez raison, dans les outils IA, il en y va de même que pour vos projets de type APS. C'est le fameux GIGO pour Garbage In, Garbage Out. Si vous alimentez votre agent IA avec des données qui sont fausses, eh bien, il y a peu de chances que votre IA donne des réponses qui soient pertinentes. Donc la data, c'est vraiment une des ressources clés de votre entreprise, comme vos ressources humaines, comme votre CAPEX. C'est quelque chose qu'il va falloir chouchouter, qu'il va falloir enrichir petit à petit, qu'il va falloir nettoyer petit à petit. Et là, l'IA d'ailleurs sera une aide. Quand on utilise MyXBrain, MyXBrain va vous dire justement, ah, tiens, attention, il te manque telle data ou telle data me semble un peu bizarre, peut-être que tu devrais jeter un coup d'œil. En conclusion, il n'est pas nécessaire d'avoir des datas parfaites pour faire un test IA. De toute façon, c'est honnête, hein, les datas parfaites, ça n'existe pas. Vous travaillez déjà dans votre ERP des datas qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas toujours pertinentes. Ça ne vous empêche pas d'être performant et de livrer vos clients. Eh bien, il en a de même avec vos agents IA. Je vais aller rapidement sur cette slide-là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bien sûr, je vous en prie, ne livrez pas vos datas sur des serveurs inconnus. Il y a des questions de cybersécurité, de confidentialité, de propriété intellectuelle. À partir du moment qu'on dit que les datas, c'est une de vos ressources les plus précieuses, eh bien, il faut la protéger. Je finirai par la dimension conduite du changement. C'est vraiment quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur chez Alchemist. C'est vraiment la clé de la réussite, comme dans n'importe quel projet finalement de transformation supply chain. Chez Alchemist, on a le concept des 3 H. Le premier H, c'est s'adresser à l'intellect des équipes. À partir du moment qu'on a fait le cadrage stratégique, qu'on a identifié les objectifs du projet, les objectifs de ROI, eh bien, il faut les partager en toute transparence avec vos équipes. Oui, on veut gagner des points de service. Oui, on veut diminuer les ruptures. Et oui aussi, on veut faire des gains de productivité. Donc ça, c'est pas la peine de mentir aux équipes. Elles le savent parfaitement qu'il y a ces enjeux-là. Donc, c'est important de les comprendre. Le troisième H, parce que j'ai bien compris qu'il y en a un deuxième, et je garde le deuxième pour la fin. Le troisième H pour hand, c'est les mains. En clair, c'est il faut que vos équipes aient les compétences et les moyens d'utiliser l'agent IA. En clair, vos équipes vont se retrouver avec un nouveau collaborateur qui s'appelle un copilote, un agent IA. Eh bien, vos équipes vont devoir apprendre à manager ce nouveau collaborateur. Et ça, dans les faits, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement, assez simplement, mais ça s'accompagne malgré tout. Et c'est notre métier, en tout cas chez Alchemist, d'accompagner opérationnellement vos équipes pour qu'ils s'approprient cette nouvelle technologie. Le troisième H, je garde le meilleur pour la fin, c'est le cœur. C'est comment faire pour donner envie. Parce que vos équipes, elles ont peut-être compris l'objectif, elles ont peut-être les moyens d'y arriver, mais est-ce qu'elles en ont envie? Eh bien, c'est loin d'être évident, parce que quand vous expliquez à votre équipe qu'on va entraîner une IA pour faire 80% de productivité, elles peuvent avoir, vos équipes, l'impression de scier la branche sur laquelle elles sont assises, et pas complètement sans raison. Donc, il y a vraiment un enjeu de comment faire pour donner envie, pour embarquer les équipes dans ce projet. Et là, il n'y a pas de réponse miracle. Nous, en tout cas, notre conviction chez Alchemist, ça s'appelle le partage des bénéfices.
Vous avez peut-être entendu parler du phénomène qu'on appelle le shadow adoption de l'IA. En fait, d'ores et déjà, vous avez des équipes qui utilisent l'IA, mais sans vous le dire, sans le dire à leur patron, parce que ça leur fait gagner du temps. Mais ce temps-là, elles l'utilisent pour faire d'autres choses. Et sauf que ce faisant, c'est pas encadré. Il y a des risques d'envoyer des informations confidentielles sur des serveurs, on ne sait où. Donc, il y a l'importance quand même de bien manager l'adoption de l'IA dans vos équipes et, comme je disais, de partager les bénéfices. Et donc, de pouvoir montrer aussi le gain, le what's in it for me, c'est quoi l'intérêt personnel que les équipes vont retirer de l'intelligence artificielle. Et là, en fait, il faut montrer tout ce que ça va leur faire gagner en termes d'enrichissement de leur métier. Il y a des nouveaux jobs aussi qui vont se créer. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour eux. Maintenant, soyons honnêtes, on dit qu'il y a deux types d'IA. Il y a l'IA qui complète, mais il va y avoir aussi l'IA qui remplace. Donc il y aura en effet des risques sur vos équipes. Pour conclure ce webinaire, je voudrais vous présenter quelle est notre approche conjointe avec Mike The Brain pour tester un pilote IA en moins de 2 mois. La première étape, c'est la partie conception de votre agent et ensuite d'identifier les datas, de faire le mapping des datas pour ensuite les intégrer dans l'agent. Deuxième étape, ça va être de configurer cet agent, de faire certainement des développements spécifiques et ensuite de tester cet agent pour vérifier qu'il correspond bien à votre besoin métier. Et troisième étape, ça va être la mise en production. Donc nous, on va s'asseoir sur les genoux de vos équipes pour les aider à s'approprier ce nouvel outil. Donc c'est la partie conduite du changement. On va également en profiter pour mesurer les gains, piloter les KPIs, voir aussi ce qui peut être amélioré dans l'agent IA, pour ensuite faire une seconde version, une évolution de l'intelligence artificielle pour répondre exactement à vos cas métiers. Sur cette quatrième étape, on va donc mettre en place une V2 de l'agent IA et on va poursuivre la mesure du ROI avant de le déployer plus largement. Ça, c'est environ 2 mois. Alors, ça peut être un peu plus, un petit peu moins. Ça dépend aussi des lead time de votre entreprise. Mais gardez cette heure de grandeur en tête. Notre objectif avec ce webinaire, avec Arnaud, c'était vraiment de dédramatiser l'IA. Pour vous dire que l'IA, c'est simple. L'IA est prête, c'est disponible. Et c'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement pour des gains qui sont quand même rapidement extrêmement intéressants. On l'a vu dans les cas d'usage présentés par Arnaud. Et maintenant, il nous reste, je crois, quelques minutes pour prendre quelques questions. Première question, Michel. Les IA agentiques étaient suffisamment accessibles à l'intérieur moyen, par exemple des outils bureautiques habituels sans faire de programmation? Alors, l'IA agentique, si vous prenez une solution qui est préfaite, type MyExoBrain, c'est fait pour votre utilisateur directement. Donc, en effet, c'est pris en main par un utilisateur moyen. Après, comme disait maintenant Damien, il faut quand même, ça demande comme de la conduite du changement, en particulier sur gérer les nouveaux processus, les nouveaux rôles et responsabilités. Après, maintenant, il y a des moyens de les construire soi-même. Il y a des limites en fait encore techniques si vous voulez les construire vous-même, même si vous êtes un petit peu geek, c'est pas non plus aussi évident que ça. Quel niveau d'investissement personnel pour pouvoir mettre en œuvre par soi-même l'IA agentique? En fait, c'est pareil. En fait, l'investissement personnel, il va dépendre du niveau d'expertise que vous voulez. Si c'est faire un agent simple type ChatGPT, ça se fait soi-même très facilement. Comme je disais en plaisantant avec Damien, je suis parti en vacances, j'ai construit mon propre agent pour m'aider à gérer mes vacances, à voir mes visites, où est-ce que je vais aller au restaurant. Donc ça prend quelques minutes. Si vous voulez faire des agents plus compliqués, type MyExoBrain, pour aider à la décision, enregistrer les décisions, que ça soit accessible et piloté, ça va demander plusieurs mois à être construit. Nicolas Mailleux, comment fonctionne l'IA agentique derrière ExoBrain pour dédramatiser la fameuse boîte noire à décision? Alors, exactement, c'est très bien dit, la fameuse boîte noire. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure dans la démonstration, alors je suis allé un peu vite, l'idée de MyExoBrain, c'est de montrer le plus possible les données qu'une personne aurait elle-même utilisées. Donc, si on prend le cas de la pro, j'ai montré les délais d'appro, les coûts de transport, les niveaux de stock. Donc, l'idée, c'est montrer le plus possible les données que les utilisateurs auraient eux-mêmes utilisées. Et aussi, on va montrer les autres options y analysées, les erreurs de données potentiellement. Donc, l'idée, en effet, c'est le seul moyen, et c'est très important pour l'adoption. Après, l'IA agentique qu'il y a derrière, comment elle fonctionne? En fait, ça va récupérer de la donnée. C'est sur Azure, hein, je peux dire, c'est un peu technique. Et après, ça va mélanger des systèmes experts. Donc, en gros, nous, on a déjà modélisé via des algorithmes comment les personnes travaillent.
et ça va en plus prendre du LLM pour contextualiser les données. Donc, par exemple, extraire d'une commande qui pourra arriver via un PDF, et ça va utiliser du machine learning pour améliorer la qualité des recommandations. Et après, on fait aussi la RPA, la Robotic Process Automation, pour automatiser la liste des tâches qu'on passe d'équipe en équipe. Donc, l'IA agentique à derrière, en fait, ça revient un peu à la question de Michel. Ça dépend du niveau de complexité que vous voulez lui mettre. Si vous voulez jusqu'à, il faut enregistrer la décision, passer pouvoir l'exécuter de façon automatique, ça peut prendre plus de temps. Et du coup, ça répond en partie à la question de Xavier. Comment les outils déjà existants dans une entreprise s'interfacent avec des outils IA? Donc là, je réponds sous de contrôle, Arnaud, mais en fait, les agents IA vont justement récupérer tout un tas de data de différentes sources, dont justement les ERP, les APS divers et variés, n'est-ce pas, Arnaud? Exactement. Selon vos besoins, après, c'est les problèmes d'IT, en fait, d'intégration, selon les complexités, les techniques qu'ils veulent mettre en œuvre, leur disponibilité. Ça peut aller d'un fichier plat jusqu'à une API. Et après, ce qui est très important, ce que disait un petit peu Damien, c'est que c'est la source de données. Pourquoi typiquement les personnes font beaucoup de travail manuel? C'est parce que la donnée est très disparate. Ça va prendre en effet un bout dans SAP, un bout dans APS, beaucoup dans des fichiers Excel et des reporting. La réalité du terrain, elle est celle-ci. Donc l'idée d'un agent, c'est de pouvoir collecter de l'information très disparate, d'où aussi le fait que l'IA va aider à la collaboration. Parce qu'en prenant des données à la fois logistiques, à la fois de stock, à la fois de coûts, plusieurs équipes, en fait, en gros, ça donne plusieurs équipes directement. La question de Philippe est tout à fait pertinente. C'est effectivement, à un moment donné, il n'y a pas de bonne décision, ou plutôt il faut prendre la moins pire. Lorsque je suis en rupture, est-ce que je mets mon client en rupture ou est-ce que je fais un appro partiel à grands frais pour pouvoir malgré tout répondre aux attentes de mon client? Et donc là, effectivement, là, l'IA peut vous aider à faire ce type de trade-off, à prendre ce type de décision en mettant justement en lumière quels sont les impacts. Si je prends telle décision, voilà l'impact sur mon taux de service, voilà mon impact sur mes stocks, sur mes coûts. Et donc là, c'est tout l'enjeu de cet agent IA pour dire voilà les différentes options que tu as pour ensuite laisser la main à l'utilisateur choisir en fonction des règles de gestion internes de l'entreprise, telle décision plutôt que telle autre. Et là, je parle à nouveau sous ton contrôle Arnaud, ce qui serait intéressant, c'est l'étape d'après, c'est qu'une fois que l'IA aurait été entraînée à prendre tel type de décision plutôt que telle autre, parce qu'elle aura compris que la politique d'entreprise, c'est de livrer le client, quel qu'en soit le coût, d'une certaine manière, eh bien, dans ce cas-là, elle va pousser du coup des recommandations qui vont dans ce sens-là. Exactement. Exactement. L'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas une formule unique. Chaque entreprise gère différemment. Donc, en effet, et pareil, les agents doivent être configurés pour faire un compromis. À la fin, toutes les décisions, c'est que des compromis entre coûts, immobilisation des stocks et rupture, pénalité, etc. Et en effet, après, c'est via des techniques de machine learning, d'où l'importance, je vous montrais, de mesurer l'impact de chaque décision et d'où l'importance de historiser, d'avoir une mémoire accessible de toutes les décisions prises. Parce que c'est ça la base qui permet de réapprendre et de s'améliorer avec le temps. Combien peut-on créer d'agents? Alors, c'est une très bonne question de Dominique. En fait, chaque agent, voyez un agent comme un assistant pour une fonction. Donc, en fait, le nombre d'agents, entre guillemets, c'est un peu illimité. Mais vous allez prendre, par exemple, un agent gestion éviter des ruptures. Donc, quelles actions je m'en œuvre? Et ben, un agent qui peut être éviter des produits périmés, parce que les actions prises derrière sont différentes. Donc, ce qui va driver en fait le nombre d'agents, c'est le nombre d'actions ou comment vous gérez vos opérations au quotidien. J'ai des clients avec qui je travaille, ils commencent par un, mais souvent il y en a 3, 4 derrière. Donc on va dire que en moyenne, on commence par un élément, mais en moyenne on arrive rapidement à 3, 4, 5 agents, mais chacun apporte sa propre valeur parce que permet d'aider de répondre à une problématique. Alors, quel est le niveau d'expédier des décisions des agents? Est-ce une demande des clients? Oui, et c'est même plus que des clients en fait, c'est fondamental. Ça revient à la fameuse boîte noire. C'est que c'est fondamental que les personnes puissent facilement comprendre les agents. C'est pour ça que moi je vous montre la version web. Beaucoup de solutions sur le marché font en fait des chats, mais le chat reste une boîte noire. Pourquoi est-ce que le chat vous recommande? On ne sait toujours pas. C'est pour ça que nous, on a le parti pris de dire non, on va vous montrer la donnée pour que ce soit transparent pour la personne, pour qu'elle comprenne la donnée prise.
les configurations prises, les autres actions prises. Donc en effet, l'explicabilité, c'est une vitale. Abordez-vous les sujets juridiques liés à la data dans la transformation digitale. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IT est toujours impliqué. À la fin, c'est souvent l'équipe digitale ou IT qui sont garants de la donnée. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours demander quels sont les processus ou les procédures qu'on met en place au niveau de la sécurité des données, accès aux données, confidentialité des données. Donc l'aspect juridique, en fait, il se fait contractuellement via l'IT et qui va auditer en fait comment on travaille. Donc nous, on a pris Azure parce qu'on suit les protocoles de sécurité de Microsoft. Autre question, Dominique, tout à fait pertinente. Peut-on créer un chef agent qui gère tous les agents? Oui. Et là, effectivement, on parle d'agents orchestrateurs. Et on peut, effectivement, dans un second temps, imaginer comme ça une équipe d'agents IA avec un autre agent IA à leur tête, n'est-ce pas, Arnaud? Exactement. En fait, derrière ça, un orchestrateur, c'est celui qui permet aux agents de travailler ensemble. Donc, c'est vrai la question avant, combien est-ce qu'on peut créer d'agents? Théoriquement, vous allez par exemple avoir un agent qui va dire est-ce que je fais un approvisionnement express, un agent qui va gérer les stocks, mais il faut que puis l'agent, si on fait un transfert, donc le stock va bouger, il faut qu'il puisse alimenter l'agent d'approvisionnement. Donc, en effet, il y a un chef agent qui va permettre de ça. Après, si vraiment on veut automatiser au maximum, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de codes de changement. Donc, il y a une limite dans le chef agent à mettre en œuvre aussi. Question de Richard, est-ce que l'IA, c'est que pour les entreprises ou c'est accessible aussi pour les PME et les ETI? Merci Richard de poser cette question, car oui, en effet, l'IA n'est pas réservée aux grands groupes. La bonne nouvelle, c'est que c'est accessible aussi bien sur la partie projet que sur la partie financière. Ce sont des coûts de licence qui sont tout à fait accessibles et des projets qui sont courts et pas chers. Et donc, à ce titre-là, c'est extrêmement pragmatique et ça répond je dirais, aux besoins métiers, mais également au budget des PME et ETI. Donc oui, c'est vraiment accessible à eux. Je vais juste donner des exemples pour vraiment illustrer ça. J'étais juste avant une entreprise qui fait 60 millions de chiffre d'affaires. J'ai aussi discuté avec une entreprise qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Après, à l'opposé, ça va être entreprises qui font 20 milliards. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, la mise en place et la complexité, elle est liée à la dimension entreprise, mais ça s'adresse la technologie elle est accessible à tout le monde. Et puis après, le prix est adapté en fait à chacun. En fait. Il est midi, nous avons tenu le créneau de 1 heure. Mais écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec Arnaud ou moi-même. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci à tous.